Bonjour à vous, camarades et citoyennes. On va parler marxisme et théorie du genre. Ouais. On va en parler, mais pas avec les stéréotypes habituels que certains individus font sur la gauche. Souvent, les gens pensent directement gauche égale pro-LGBT. C'est pas forcément toujours le cas, hein. C'est pas forcément, c'est souvent le cas, c'est pas forcément toujours le cas. Il peut y avoir des nuances, et c'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Avec un article du PRCF, un article d'initiative communiste, qui date un peu, hein, je préviens. C'est un article qui est du 5 février 2014, voilà, et qui s'intitule Théorie du genre, mariage pour tous, éléments exploratoires pour l'élaboration du point de vue communiste. Ça décoiffe, hein. Voilà. Donc c'est un article tout à fait original, hein, parce que tout le monde n'est pas habitué, hein, à ce genre d'article. Et on va se faire traiter de gauche réac en entendant cet article. Mais c'est bel et bien un article du PRCF que je mettrai en description, hein, évidemment. Je mettrai le lien en description. Et il est tout à fait intéressant cet article, euh, en termes de réflexion et de nuances. Donc, je commence la lecture. De nouveau, partisan de la théorie du genre, qui n'est pas un fantasme, mais une idéologie mondiale influente provenant des États-Unis, et les partisans d'une vision cléricale et conformiste de la famille s'affrontent et monopolisent le débat sociétal, comme si notamment le marxisme n'avait rien à dire de spécifique sur la dialectique marxiste du masculin et du féminin dans le développement historique, comme si l'on était forcé de choisir entre une approche naturaliste, religieuse, fixiste, des sexes et de la famille, une approche culturaliste confondant égalitarisme et négation de la différence sexuelle. Le philosophe marxiste Georges Gastaut a pourtant publié dans Étincelle, la revue théorique du PRCF, un article intitulé Marxisme et questions sociétales, dont nous extrayons le passage suivant, pardon. J'ai mal genré le. On continue. Alors, à propos du mariage pour tous et la théorie du genre, élément exploratoire pour l'élaboration du point de vue communiste. Donc on a deux petites citations, hein. La bourgeoisie, on peut lui toucher les fesses, pas le porte-monnaie. Angèle Parra, chanteur chilien, militant antifasciste. Elle est pas mal cette citation, au passage. Je pense que c'est pas faux. C'est l'un des traits constants de toute la mythologie petite bourgeoise que cette impuissance à imaginer l'autre. Roland Barthès, Mythologie. Elle est pas mal aussi. Certains jugeront que les communistes n'ont pas tel. Non pas. Enfin, je, je reprends. Certains jugeront que les communistes n'ont pas, comme tel, à se prononcer sur ce genre de questions, facilement traitées par d'aucuns de diversion, entre guillemets. Sauf que pour certains concitoyens, notamment les Plomo, qui est déjà de facto des enfants, cette question du mariage pour tous n'a rien de secondaire. Sauf que l'UMP, l'Église catholique, le PC-PGE, le PS, les écolos, le FN ont pris position de diverses manières sur ce point. Les communistes seraient-ils les seuls à n'avoir rien à dire sur le sujet, ou plutôt, dans les faits, doivent-ils se satisfaire de se répartir aléatoirement, sans réflexion propre, entre les différents camps bourgeois et petits bourgeois en présence? Certains camarades prenant le risque de rallier sans l'avouer la vieille homophobie machiste, d'autres préférant, pour des raisons qui relèvent de l'image de soi, en particulier pour ne pas risquer d'être taxé de réac, rallier l'opinion de la grande presse majoritaire favorable au mariage homo pour coller aux autres pays européens. Bien entendu, il y a volonté de diversion de la part de Hollande quand il brandit ce type de débat au moment précis où il lance à la fois un pacte de compétitivité et un plan de méga-austérité pour sauver l'euro et allouer des milliards d'euros à la finance mondiale. Mais comment précisément l'effet que produit cette diversion hollandaise
hollandaise, j'aurais dit, est hautement politique et pour cette raison, il ne peut pas être méconnu, car son objet est de reconstituer, comme à la parade, l'opposition déjà signalée entre ce que j'appellerais le camp des beaux bofs et celui de l'UMPEN. De l'UMPEN. Elle est pas mal, hein. L'UMP et le PEN. Voilà. Insidieusement appuyé sur les églises catholiques, hors églises réformées, et le camp des bobos qui gravitent autour des cadres subfriqués qui vivent au cœur des métropoles parisiennes, lyonnaises et autres. N'est-ce pas là précisément le type d'étau idéologique qu'il nous faut briser au lieu de facto de choisir l'un des deux côtés de la tenaille qui nous mettant soit à la remorque des francs réactionnaires qui, dans leur imaginaire barbare et pseudo-viril, se font gloire de, entre guillemets, casser du PD, soit à la remorque des bobos qui, dans le cadre de l'idéologie capitaliste actuelle, de la transgression, de la déréglementation, de la dénationalisation, de la nomadisation, de la désidentification, se fantasme sous la forme d'hommes sans qualité, dénués de classe sociale, de patrie, sauf l'UE et l'Union transatlantique, voire de sexe, portant au nu le mythe d'une pseudo-liberté transcendante qui n'est que la couverture métifiée de la totale fluidité du capital et de sa devise managériale tristement connue, entre guillemets, ne pas s'attacher au pays, ne pas s'attacher au produit, ne pas s'attacher aux produits, ne pas s'attacher aux hommes. Bien entendu, on ne trouve pas, à ma connaissance, chez Marx ou chez Lénine, de réflexion étendue sur la question homosexuelle. On pourrait alors décréter que l'approche matérialiste est inopérante en matière de libération sexuelle. Il n'en est rien. Engels fut par exemple, dans son grand livre L'origine de la famille, de la propriété privée et de l'État, l'un des pionniers de l'approche communiste de ce problème sociétal, qu'est le rapport socio-historique entre l'homme et la femme dans les sociétés de classe. De même, Lénine s'est-il clairement prononcé sur la question de l'amour libre, et il ne l'a pas fait de manière subjective en fonction de son ressenti, mais sur la question de son ressenti sur la question, mais à partir d'une analyse de classe de ce que signifie contradictoirement la liberté sexuelle pour le prolétariat et pour la bourgeoisie. Il est clair, par exemple, que si aujourd'hui des communistes réellement liés à la classe ouvrière étaient en état de donner le là, en matière de politique familiale, il commencerait par s'occuper de près des familles monoparentales, un thème pudique qui désigne les femmes, notamment ouvrières, employées ou chômeuses, qui élèvent seuls leurs enfants dans des conditions de grande précarité sociale et relationnelle. Mais priorité ne signifie pas exclusivité. Dans la question du mariage homo, il y a plusieurs données idéologico-politiques qui intéressent les progressistes. Certaines problématiques sont tellement évidentes qu'elles peuvent comporter des réponses progressistes immédiates, nous permettant de nous orienter dans l'urgence. D'autres problématiques sont nettement plus complexes, notamment celle de l'adoption et de ses conditions optimales du point de vue des intérêts des enfants. Paradoxalement, ces questions ne font pas appel à un positionnement de classe direct, bien qu'elles nécessitent, pour être traitées, d'être référées à ce que j'appellerais la dimension anthropologique au long cours du marxisme. Une approche très souvent sous-estimée par les marxistes qui ne connaissent pas toujours les écrits anthropologiques fondamentaux des classiques du marxisme. J'entends par là des écrits qui ne portent pas forcément sur la lutte à court terme au sein de la société capitaliste, mais qui traitent avec une largeur de vue digne des origines hegeliennes du marxisme, de l'histoire universelle de l'humanité et sur les conditions générales de l'auto-formation du genre humain. De même, lorsque l'on souhaite aborder en marxiste les questions de bioéthique, c'est cette dimension anthropologique du marxisme qui situe la conjoncture capitaliste dans le mouvement multimillénaire de l'histoire, un mouvement qui mène l'homme premier de la nature à la culture à travers la production des moyens d'existence, sans négliger le moins du monde les rapports de langage, la parenté, l'héritage social, etc., qui conduit chaotiquement notre espèce tragique du communisme primitif au combat communiste moderne, à travers les millénaires d'exploitation de l'homme par l'homme, de surexploitation du sexe féminin, de mise en place des institutions comme la propriété privée, l'état de classe, l'héritage de classe, les grands appareils idéologiques d'état religieux, etc. Quelques évidences premières. Le premier intérêt des luttes actuelles pour le mariage homo est de contester frontalement l'homophobie et à travers elle le machisme et la domination patriarcale, ces alliés traditionnels de religions oppressives qui toutes
Catholicisme, luthéranisme, calvinisme, islam, bouddhisme, hindouisme, judaïsme ont fortement dévalorisé la femme et tout ce qui passait pour féminin en l'homme. Tout communiste ou militant ouvrier éclairé doit d'abord comprendre que l'hétérosexualité et l'homosexualité ne sont pas des choix, vertueux ou vicieux, peu importe, qu'on pourrait à son gré valoriser ou punir. Tout jeune homme, toute jeune fille découvre le plus souvent, à l'époque de sa puberté, et sans trop savoir comment il ou elle en est arrivé là, qu'il ou elle est attiré par les personnes de son propre sexe ou par celles de l'autre, sans avoir choisi par un acte de sa volonté. La psychanalyse affirme que cette orientation sexuelle s'effectue de manière principalement inconsciente et qu'elle s'opère largement en fonction des relations dites oedipiennes, le triangle père, mère, enfant, ou ce qu'il tient symboliquement lieu pour enfant et que Jacques Lacan appelle le nom du père. Elle n'est donc ni projection directe du sexe biologique, bien des homosexuels mâles sont physiquement virils, bien des lesbiennes sont physiquement féminines, ni les résultats d'une décision morale ou immorale du sujet sur son devenir sexuel ultérieur. Il y a bien un aiguillage, mais il n'y a pas forcément d'aiguilleur. La preuve, c'est que des milliers de jeunes garçons homo ne supportent pas leur état, qu'ils en ont terriblement honte, qu'ils n'osent même pas en parler à leurs parents et à leurs meilleurs amis, et que, à la grande honte de nos sociétés, si charitables, à condition sociale égale, il y a 6 fois plus de jeunes homos que de jeunes hétéros qui se suicident. La lutte antifasciste contre le nazisme, qui exterminait les étoiles roses, homosexuels, autant que les étoiles jaunes, que les étoiles rouges, communistes et syndicalistes, et les étoiles jaunes, les juifs, auraient dû vacciner pour des siècles tous les progressistes l'essence de l'immoralité fasciste, cette politique exterministe de l'oligarchie bourgeoise à l'époque impérialiste consiste à criminaliser des catégories entières d'individus, les juifs, les tziganes, les slaves, les fous, etc., non pas en fonction de ce qu'ils ont fait par la suite d'un libre choix, c'est la notion élémentaire de responsabilité judiciaire qui date des grandes tragédies grecques d'Échille et de Sophocle, mais de ce qu'ils sont biologiquement ou socialement sans l'avoir en rien décidé, à la suite de circonstances ne dépendant pas de leur volonté. Songeons par exemple que pendant des siècles, ce fut une malédiction dans notre pays que de naître roux. Rouquin, Rousseau, poil de carotte, entre guillemets. Or, la justice dans une société tant soit peu civilisée ne punit pas des individus parce qu'ils sont du sexe féminin, infanticide des filles à Sparte ou dans la Chine féodale. Elle impute des actes volontaires après jugement et estimation contradictoire des responsabilités individuelles. Et elle est tenue d'offrir aux coupables la possibilité plus ou moins proche, selon la gravité de l'acte sanctionné, de se réinsérer socialement. D'où l'immoralité hors circonstances exceptionnelles, où prévaut légitimement le salus populi suprema lex des républicains romains ou du comité de salut public, de la peine de mort et même de la perpétuité réelle. D'ailleurs, le machisme, dont les formes les plus violentes sont l'homophobie, il n'y a pas si longtemps que les imbéciles de village se donnaient le mot pour casser la gueule au PD, entre guillemets, et le tabassage des femmes est étroitement lié historiquement, comme Engels l'a montré dans son livre sur la famille et l'État, aux sociétés de classe à travers l'institution de la propriété privée et de l'héritage. L'homme propriétaire transmet son nom et ses biens, il a le droit à la polygamie légalement, comme dans les sociétés régies par la charia ou à travers l'adultère toléré pour l'époux dans les sociétés de tradition chrétienne, du moment que les enfants naturels ne sont pas reconnus. Quant à la femme, elle doit être vierge au mariage et fidèle pendant toute sa durée, car tout ce qui naît dans le troupeau vient du bélier, et les enfants nés de l'épouse sont censés être du mari. On voit plus aisément qui est la mère que qui est le père. On voit plus aisément qui est la mère que qui est le père. Elle sera donc surveillée et fliquée idéologiquement par la religion exaltant la virginité et la chasteté, l'homme qui court les filles étant valorisé, tandis que la femme qui en fait autant sera traitée de entre guillemets pute ou de nymphomane. Du même coup, cette dévaluation du sexe féminin conduit aussi à mépriser les hommes féminins, et pas toujours à un degré moindre, les femmes masculines et autres viragos. Aussi longtemps que l'on méprisera les femmes, on méprisera aussi les entre guillemets PD, et vice-versa. Si bien que la lutte contre l'homophobie intéresse tous les progressistes et près d'égalité entre les deux sexes, donc aussi les hommes hétéros, en tant qu'ils sont compris dans cette évidence que pour être aimé de leur compagne, il faut d'abord la traiter en égal.
on n'est pas communiste ni même simplement civilisé si on rejette ce principe égalitaire. Et c'est Marx qui l'affirme quand il déclare « Le degré de l'émancipation des femmes est la mesure le degré d'émancipation des femmes est la mesure du degré d'émancipation générale atteint par une société. » Par conséquent, quelles que soient nos positions respectives sur le mariage homosexuel, veillons au préalable à ne jamais pactiser avec l'homophobie, avec le machisme et avec la misogynie, ces armes lourdes de l'oppression politique et de l'aliénation religieuse de l'humanité. Voilà. Donc ça, c'est le premier passage, donc du coup, on est contre les réacs. Maintenant, deuxième passage, le combat légitime contre l'homophobie, du combat légitime contre l'homophobie à la confusion libérale-libertaire. Ça va grincer. Il n'est pas question pour autant de s'aligner sur certaines formes politiques et idéologiques libérales-libertaires que peut prendre en Occident, par exemple, que peut prendre l'idéologique libéral-libertaire que peut prendre en Occident par Lesbian and Gay Pride, interposé langue américaine obligatoire, le mouvement en lui-même entièrement légitime contre l'homophobie. Le pouvoir social-démocrate de François Hollande fait à ce sujet comme s'il n'y avait que deux positions établies en la matière. La position réactionnaire, principalement portée par la droite et par la hiérarchie catholique, qui s'accroche aux formes traditionnelles du mariage, de la famille, comme si ces formes n'étaient pas en crise grave et comme si elles étaient les seules historiquement et naturellement possibles, chose parfaitement insoutenable d'un point de vue historique et ethnologique, donc scientifique. Ajoutant qu'il ne s'agit pas ici du mariage religieux dont l'Église a tout le loisir de sanctuariser les modalités traditionnelles. Excusez-moi, j'ai mâché un peu mieux. Les modalités traditionnelles, mais du mariage civil qui relève de la séparation laïque de l'État et de toutes les églises. Article 2 de la loi de 1905, inspirée notamment par Jaurès. La République ne reconnaît ni ne salarie aucun culte. Et la position des bourgeois bohèmes dont l'idéologie prédomine dans la direction du PS, chez les Verts et dans une bonne partie de la presse entre guillemets intellectuelle, dont Télérama et Libération sont les prototypes. La gender theory, exportée tout azimut à partir des tout-puissants States, affirme ainsi que le genre n'est qu'une construction culturelle, que la différence sexuelle biologique n'est pas socialement pertinente et qu'il n'existe en fait aucun rapport objectif et encore moins bijectif entre le genre culturel et le sexe social. Pardon. Et que pour finir, il n'y aurait pas objectivement des hommes et des femmes et que par conséquent l'Oedipe, la psychanalyse, les acquis de l'ethnologie, par exemple sur l'université de la prohibition de l'inceste et son importance symbolique, que les questions de filiation sont de pure construction, en réalité, des illusions idéologiques, si bien que pour nombre d'adeptes des gender studies, la sexualité de l'avenir sera en réalité la bisexualité ou la transsexualité, chacun choisissant librement son entre guillemets genre ou choisissant même de n'en avoir point, de n'en point avoir. Si bien que paradoxalement, tout en prétendant que le mariage homosexuel se contente d'ouvrir un droit à une minorité oubliée, le risque, non assumé par le gouvernement, qui fait passer sa réforme sans vrai débat philosophique préparatoire, sans études scientifiques de fond sur le devenir comparatif des enfants adoptifs des couples homo et des couples hétéros, serait de refonder sans le dire, sans le moindre débat civique de fond, la conception française du couple et de la famille à partir de la très discutable gender theory issue des travaux de l'américaine Judith Butler. Je croyais que c'était Judith Butler. Bon, Judith Butler, ouais, bon, c'est ce que dit l'article. En fait, c'est Judith Butler. Judith Butler. Voilà. Dans ces conditions, contrairement à ce que prétend Najat Vallaud-Belkacem, ministre socialiste de la condition féminine et affable porte-parole du gouvernement Ayrault, on n'aurait pas affaire seulement à ce qui est annoncé par le gouvernement PS, l'élargissement universaliste des droits au mariage à la minorité homosexuelle, le mariage pour tous, et une formulation terriblement discutable puisque l'enfant n'est pas un bien, le droit à l'enfant pour tous les couples, entre guillemets, ce serait non pas dans les faits sans doute ni à court terme, mais sur les principes philosophiques régissant à long terme le mariage et la filiation, l'hétérosexualité et le couple habituel qui apparaîtront rétroactivement comme une forme intrinsèquement aliénée et sclérosée de la vie sexuelle dans leur principe même.
Déjà, pour universaliser le droit matrimonial, certains juristes en vue parlent d'éliminer du code civil les notions de père et de mère et à terme toute référence à l'idée même des sexes, en ne retenant plus que l'idée passe-partout de parentalité et en détachant universellement la filiation légale de la filiation génétique. On ne peut pas faire les choses à moitié en droit. À supposer que ce soit là une excellente chose, ce dont on peut tout de même douter un peu sans être immédiatement taxé de néopétinisme. Pardon. Le doute méthodique que nous avons hérité de Descartes devrait nous inciter à débattre largement et longuement de ces problématiques anthropologiques, qui relèvent comme telles du temps long historique, et devant lesquelles la plupart des gens, et plus d'un marxiste, avouons-le, s'avouent totalement novices. Sans compter que la formulation de mariage pour tous laisse aussi supposer que derrière le radicalisme apparent de la entre guillemets, révolution anthropologique engagée, on a affaire ici non plus sur un plan anthropologique, non plus sur un plan éthologique, mais au niveau idéologique, à une révolution immobile, impliquant un recul considérable des idées critiques sur le mariage, sur la famille, sur le couple, sur l'avancée, qu'on constituerait une universalisation de certains modèles. Costard, robe blanche, hérité des conceptions religieuses traditionnelles. Toutes les difficultés d'une appréciation rationnelle des choses est alors d'évaluer l'homoparentalité comme si l'homophobie n'existait pas. Combattre l'horreur homophobe n'implique en rien de soutenir sans réserve l'accès à toute forme d'homoparentalité. Et de comprendre symétriquement que présenter certaines réserves sur l'homoparentalité ne donne aucun droit de rallier si peu que ce soit l'horreur homophobe. C'est pourquoi nous allons ci-dessous successivement et à gros traits. Premier point, pointer les écueils de la théorie idéaliste, voire immatérialiste et tendanciellement antiféministe du entre guillemets genre. Deuxième point, envisager les conséquences d'une désexuation totale du genre, donc de la filiation, qu'une désexuation totale du genre, donc de la filiation, peuvent avoir sur certains rapports symboliques qui structurent depuis des millénaires l'humanisation des petits hommes, leur devenir sujet et leur entrée dans le langage. Et pour cela, montrer qu'anthropologiquement, le marxisme ne saurait être neutre alors qu'il s'agit du devenir historique des rapports hommes-femmes. Quelles limites objectives pouvons-nous alors poser aux modifications de ce rapport? Quel objectif révolutionnaire réaliste devons-nous fixer? Alors, la gender theory, une idéologie idéaliste, voire franchement immatérialiste. La différence sexuée est la première chose observable et sur laquelle la volonté humaine n'a pas de prise. Aucun moyen n'existe pour changer la donne. Il y a du masculin et il y a du féminin. Françoise Héritier, anthropologue, militante féministe, Monde de l'éducation, mai 2001. Déjà, ça commence fort. 5 scrivant dans la lignée du flamboyant et globalement émancipateur deuxième sexe de Simone de Beauvoir, on n'est pas femme, on le devient, la gender theory, promis par la philosophe états-unienne Judith Butler, nie l'objectivité du genre social. Partant du fait incontestable que le genre social, subjectif et imaginaire, résulte pas mécaniquement individu par individu du sexe génétique, observant à juste raison que les représentations du masculin et du féminin n'ont rien de naturel et qu'elles sont imposées aux individus dès leur naissance sur la base d'effets de langage ou d'idéologies socialement prédominantes. La théorie du genre croit pouvoir en déduire ce qui est beaucoup plus problématique, que la différence sexuelle n'est pas par elle-même une différence socialement pertinente, que le genre est avant tout une construction, pour ne pas dire une illusion aliénante, et que par conséquent, l'émancipation plénière des individus exige le rejet radical des notions mêmes de masculinité et de féminité.
S'ensuivent des conséquences qui ne sont pas anodines, et que des gens de gauche, notamment des féministes, devraient soigneusement peser, avant de s'engouer de s'engouer pour la dernière mode idéologique, venue des States. Donc aussitôt porté au nu par Libé et Télérama en odeur de sainteté dans les défilés, idéologiquement plus marqués qu'on ne le dit, ne serait-ce que par le déchaînement de tout anglais dont ils sont le vecteur, de la marche des fiertés, souvent rebaptisée Gay and Lesbian Pride. Observons d'abord que l'existence avérée d'un lien mécanique direct entre le sexe biologique et le genre social ne prouve aucunement que ce lien de détermination n'existe pas, sous aucune forme non mécanique et à l'échelle de toute la société. Et de ce que, en référence au mode de pensée propre à la mécanique quantique... Oh putain. C'est bien compliqué. Je fais une pause. Gastou parfois sort des trucs assez... sort des références au monde de la physique, il parle de dialectique de la nature, de ce genre de choses, qui sont assez originales, mais bon, qui peuvent être pertinentes dans certains contextes. Ce que l'on pourrait appeler le champ social. Donc je reprends, ouais. Observons d'abord que l'existence avérée d'un lien mécanique direct entre le sexe biologique et le genre social ne prouve aucunement que ce lien de détermination n'existe pas sous une forme non mécanique et à l'échelle de toute la société. Et de ce que, en référence au mode de pensée propre à la mécanique quantique que l'on pourrait appeler le champ social. Depuis le début du XIXe siècle, les sciences naturelles et sociales ont exploré bien des modèles différents de déterminisme, sans parler de Marx et d'Engels, pour lesquels le développement historique prend clairement sa source dans la complexion corporelle des hommes et dans le rapport qu'elle crée avec la nature. Darwin a montré que la société humaine, qui en première instance nie la loi de la jungle, met en place des formes de solidarité plus ou moins fortes et plus ou moins hypocrites entre les individus, est une ruse de la raison biologique, en se solidarisant dans l'espace, collectivité nomade ou territorialisée et dans le temps, transmission des biens et des savoir-faire par héritage, la détermination des hommes par l'état de leurs forces productives et par l'éducation, les membres de l'espèce humaine se donnent la force du tous pour un pour tous. Pour vaincre les forces naturelles, minérales, végétales ou animales du monde extérieur, pour vaincre les forces naturelles, minérales et végétales ou animales du monde extérieur. Par ailleurs, si aléatoire, flottante et libre que soit individuellement parlant l'ancrage biologique du genre dans une société domaine, chacun constate aussi que le gros des troupes jusqu'ici répondent du au final et grosso modo à la distribution moyenne des humains mâles plutôt dans le genre masculin et des humaines femelles plutôt dans le genre féminin. Les exceptions individuelles confirment la règle et s'annulent devant la moyenne. Que l'on juge cela positif ou négatif, peu importe, car la question qui est posée à ce stade de la réflexion est de savoir si les sciences sociales établissent ou pas qu'il existe un lien de détermination indirect, probabiliste et même aliénant, que l'on voudra entre sexe et genre. S'il n'en avait pas été ainsi, si les femmes avaient majoritairement refusé de devenir mères et les hommes de devenir pères, il est évident que l'humanité aurait disparu, ou du moins qu'elle aurait du mal à croître et à se multiplier. Car la culture s'annule pas pardon. Car la culture n'annule pas la nature. Car la culture n'annule pas la nature, elle procède au contraire de la nature, ne serait-ce que parce qu'à tout instant de la société est forcée de produire ses moyens d'existence à partir des données naturelles, en dernière instance, le corps, les ressources de la terre. Sans cela, aucune société humaine ne tiendrait, ne fût-ce que 3 semaines. Si bien que les individus menacés de mort par le dérèglement extrême de la société retourneraient rapidement à l'état de nature, comme on le constate dans certaines situations de carence extrême du vivre en société, où l'ensauvagement menace. Bref, le rapport entre la nature et la culture n'est pas celui d'une négation simple, nous avons plutôt affaire à une négation de la négation, par laquelle l'espèce animale qu'est l'humanité reproduit sa vie physique à un niveau élargi en déplaçant ses besoins et ses modes opératoires à un niveau supérieur. En clair, même si au niveau de tel individu
de telle couche sociale, de tel groupe territorial, la société peut ne pas satisfaire ou mal satisfaire les besoins biologiques, boire, manger, respirer, se chauffer et se reproduire, en longue durée et sur un échantillon suffisant d'individus et de groupes sociaux, la société ne peut jamais échapper, tant que les hommes n'auront pas été remplacés par des robots et encore par l'implacable dictature du besoin, si distant et si déformé que les besoins sociaux soient du besoin biologique qui constitue leur point de départ et récurrent à chaque nouvelle génération d'individus. Il faut du lait, naturel ou reconstitué, pour les nourrissons, si profonde que soit la manière dont les besoins socialement déterminés, dont le cœur à chaque époque, dont le cœur à chaque époque est le besoin de s'approprier les moyens de production légués par les générations antérieures, la satisfaction des besoins sociaux reste tenue globalement et en dernière instance de satisfaire en dernière instance les besoins biologiques. Aucune société n'a jamais vécu de gadgets et de com, et en définitive, les capitalistes les plus follement spéculatifs de notre sombre époque, contre-révolutionnaire, finissent toujours par spéculer sur les matières premières, sur les terres noires de l'Ukraine, sur l'eau du Tigre et de l'Euphrate, sur les sources d'énergie, sur les maisons et sur les céréales les plus indispensables à l'alimentation des masses, riz, blé et maïs. Dans ces conditions, que l'hétérosexualité soit devenue une norme oppressive, surtout aux époques de fer où les sociétés humaines avaient objectivement besoin d'un fort taux de renouvellement des régénérations pour pouvoir subsister et résister militairement à leurs voisines. Dans ces conditions, que l'hétérosexualité soit devenue une norme oppressive, surtout aux époques de fer où les sociétés humaines avaient objectivement besoin d'un fort taux de renouvellement des générations pour pouvoir subsister et résister militairement à leurs voisines, cela milite uniquement pour que la tolérance, voire l'indifférence mutuelle, progresse entre homo, bi, hétéro, trans, etc. Et c'est encore plus vrai à une époque où le souci démographique mondial est plutôt la régulation, le contrôle, voire le plafonnement du nombre d'humains vivants et se répartissant les ressources terrestres finies. Les choses pourront changer si nous conquérons le système solaire ou si les révolutions scientifico-techniques s'accélèrent, plutôt que la multiplication des humains à l'infini. Bref, le genre n'annule pas la différence sexuelle biologique déterminée, socialement parlant, il la refonde et réélabore à un niveau supérieur, langagier, psychologique, subjectif et intersubjectif, amour courtois, amour libre, mariage, entre guillemets de raison, etc. De même que l'outil n'annule pas le corps biologique, mais qu'il le prolonge, le réforme, le relance, le cultive, etc., comme le dit superbement Rousseau. Entre guillemets, en ce qu'ils ont de commun, les deux sexes sont égaux. En ce qu'ils ont de différent, ils ne sont pas comparables. Lucien Febvre a résumé cette dialectique en montrant que la nature est le point de départ de la culture, mais que celle-ci reconstruit à tout instant la base socio-économique de l'essence humaine à partir de cet ensemble mobile de rapports sociaux qui constitue pour chaque petit homme venant au monde à la base de l'héritage humain et la matrice de la future personnalité sociale. Encore faut-il ne pas interpréter cette refondation comme une négation simple du naturel, si dénaturante que puisse être la culture, du moins à l'échelle de tel individu ou de tel mode de production donné. Elle est toujours circonscrite sous peine de mort dans certaines limites. Il lui faut évidemment toujours faire en sorte que l'espèce humaine se reproduise de génération en génération, sans cela plus de culture, plus de genre, ni de, entre guillemets, transgenre. Et par conséquent, la nature exige, et le corps humain générique qui lui sert de base, et par conséquent, la nature et le corps humain générique par conséquent, la nature extérieure et le corps humain générique qui lui sert de base ne soient pas trop endommagés. Sinon, comme cela s'est déjà produit maintes et maintes fois dans l'histoire, quand de grandes nations fort civilisées n'ont pas su gérer leur interaction à long terme avec l'environnement naturel, Maya, Khmer,
d'un corps pascoane, mésopotamien antique, la culture s'autodétruit. Mésopotamien et antique, etc. La culture s'autodétruit. Et c'est pourquoi Marx a stigmatisé l'essence foncièrement exterministe du capitaliste, dont l'aveugle recherche du profit maximal ne produit la richesse qu'en épuisant la terre et le travailleur. Ce qui justifie la nécessité objective, selon le marxisme, d'une bonne fin communiste et révolutionnaire de l'histoire, du moins si l'on veut éviter que l'humanité ne périsse faute de révolution prolétarienne. Dans une fin pleine d'effroi ou dans un effroi dans un effroi sans fin. Dans une fin pleine d'effroi ou dans un effroi sans fin. Quant au découplage de la reproduction et de la sexualité, qui est un bienfait majeur des techniques de contraception et de procréation assistée issues de ce progrès scientifique et technique aujourd'hui si niaisement décrié, il est lui aussi relatif et non pas absolu. L'écrasante majorité des êtres humains continue et continuera longtemps de naître d'un père et d'une mère biologique, donc en dernière instance d'un couple hétérosexuel, même s'il ne s'agit que du croisement aléatoire de gamètes mâles et femelles de deux individus ne se connaissant pas, que ce soit dans le cadre du mariage ou à l'extérieur, si les enfants adoptifs continuent eux aussi à être objectivement les fruits d'une union sexuellement déterminée, ne fût-ce au cours que d'un apax entre les gamètes femelles d'un individu génétiquement marqué XX et les gamètes mâles d'un autre individu chromosomiquement marqué XY. Du moins, si l'on veut ne pas se réfugier dans des fantasmes qui ne seront pas longtemps tenables auprès des enfants adoptifs. Quant au bien même de la quand bien au même la société les eût validés au nom du mariage pour tous et du droit à l'enfant, désignant l'enfant comme une sorte de bien appropriable parmi tant d'autres, auquel cas il n'y aurait plus bien loin entre le auquel cas, pardon, et il n'y aurait plus bien loin entre le kid market généralisé et le kidnapping transnational organisé d'associations fonctionnant sur le modèle de la tristement fameuse Arche de Zoé, à moins que la rupture finissant par s'absolutiser idéologiquement et surtout technologiquement et devenant coupure ou fracture entre sexe et genre, donc entre génération biologique et filiation légale, et la différence sexuelle finissant par devenir radicalement insignifiante sur le plan sociétal, on en vienne à accepter, par-delà l'étape très discutée de la procréation médicalement assistée, pour deux épouses lesbiennes, puis du seuil carrément scandaleux des mères porteuses, pauvres et probablement issues de pays dominés, payées pour leur faire un enfant à deux époux homo, au minimum aisés, et le plus souvent issus de pays dominants. Si telle était la prochaine étape que l'on n'ose pas encore annoncer franchement parce qu'il faut d'abord faire passer en douceur la délicate étape, non pas celle difficilement discutable de l'attribution des pleins droits matrimoniaux au couple homo, mais celle d'une homoparentalité sans rivage, rompant toute référence à la filiation réelle, alors oui, on ne serait plus très loin dans le principe de cette horreur du meilleur des mondes, jadis stigmatisée par Huxley. L'amour entre hommes et femmes serait proscrit ou ridiculisé, le désir sexuel, compris stricto sensu, serait soigné par une drogue euphorisante appelée soma, et les enfants se reproduisent en masse et industriellement dans des labos, ce qui ouvrirait une énorme source de plus-value au capital. Bien entendu, répétons-le, on n'en est pas là dans un avenir prévisible, car nous sommes encore fort loin, semble-t-il, de maîtriser la fabrique du vivant. Quoi que l'on dise, mais ne voit-on pas, en poussant les choses à l'extrême, que c'est le devenir sujet des individus humains qui est directement en question quand on va jusqu'au bout de cette dissociation du biologique et du social. Même si évidemment nous sommes aujourd'hui protégés contre ce cauchemar totalitaire par l'insuffisance des connaissances biologiques et biogénétiques, triste consolation que de devoir notre préservation non pas par nos sages décisions, mais à nos impuissances scientifiques et sans doute provisoires.
mais à nos impuissances scientifiques sans doute provisoires. Ah, putain. De manière très générale, nous considérons que la théorie du genre, qui tente actuellement de s'officialiser planétairement sans débat anthropologique préalable, notamment dans certains manuels scolaires New Look, est idéaliste, voire immatérialiste, et qu'elle parle d'une conception faussée des rapports entre nature et culture, et plus encore dans une conception néolibérale de la liberté humaine. Pourtant, expliquait Engels, la liberté ne consiste pas dans une indépendance rêvée des hommes par rapport aux lois de la nature et de l'histoire, mais dans la connaissance théorique et dans la maîtrise pratique de la nécessité. Comme la nature humaine, les différences sexuelles constituent une donnée objective qu'il est passablement délirant de nier, alors quelle est la primordiale différence existant entre les êtres humains. Enfin, quelle est la principale différence existant entre les êtres humains. Rappelons que différence n'est pas nécessairement inégalité. Le problème de l'émancipation sociale n'est pas de nier cette différence socialement parlant. Au demeurant, le ou la transsexuel ne nie pas le rapport de détermination entre le genre et le sexe, mais se sentant femme psychologiquement ou homme socialement, il ou elle veut aligner son apparence sexuelle physique sur ce sexe psychique, ce qui prouve à contrario que le réel et l'anatomique lui importent, que le fantasme ne lui suffit pas, que l'ancrage dans le biologique est essentiel pour elle ou lui, et qu'il ou elle a le courage de passer aux actes chirurgicaux les plus irréversibles sans se contenter de stagner dans le fantasme, en sommant la société de nier la filiation génétique et de transformer magiquement un individu en père ou en mère tout en niant la différence entre et de transformer magiquement un individu en père ou en mère tout en niant la différence entre les deux volets de la filiation. Or, la société ne saurait sans grave danger valider des fantasmes homosexuels, bisexuels ou hétérosexuels. Elle doit les respecter à chacun sa sexualité pourvu qu'elle s'exerce entre majeurs consentants et qu'elle s'organise en dehors aussi de toute pression économique et a fortiori de tout esclavage sexuel. Mais non pas s'aligner sur eux en faisant droit à un immatérialisme obsédant qui procède de l'obsédant retour de la pensée magique. Il est aussi absurde de nier qu'il y ait deux sexes, et que ceux-ci déterminent les genres aussi indirectement qu'on le voudra. Que de nier qu'il y ait de la matière, que la santé de notre corps est le socle de notre existence, que le travail productif reste la base de toute société, ou que la classe ouvrière continue d'être la classe fondamentale des sociétés capitalistes. Même si les formes de la matière, du travail productif ou de la prolétarisation, ainsi que la connaissance que nous en prenons, ne cessent évidemment de se modifier dans l'espace et au fil du temps. Concrètement, cela signifie qu'il faut accorder aux homos le droit de se marier et d'adopter dans les mêmes conditions juridico-testamentaires que d'autres couples, mais qu'en aucun cas il ne faut cacher aux enfants adoptifs leur filiation biologique quand elle est reconnue, et pour autant que le père ou la mère génétique en sont d'accord. Ce qui, au passage, implique une révision des lois sur l'adoption pour les couples hétéros et pour les familles monoparentales désirant adopter. La règle étant de ne rien cacher à l'enfant sur sa filiation, tout au moins s'il le demande. L'autorisation de recourir à la PMA pour des couples lesbiens est à la rigueur discutable, mais celui des mères porteuses est à proscrire totalement. Il ne faut pas militer pour que la France se range aux pratiques de plusieurs pays anglo-saxons, mais pour que ces pays, où domine trop souvent le règne absolu du marché, devraient changer la législation sous peine de réintroduire indirectement, en droit sinon, le permis de vendre des êtres humains et de les prostituer. Comment appeler autrement le fait de payer une femme pour l'engrosser, tout en lui commandant de ne pas s'attacher au petit être habitant son corps durant la grossesse. Comment appeler autrement je recommence. Comment en droit, sinon au fait, le permis de vendre des êtres humains et de les prostituer. Comment appeler autrement le fait de payer une femme pour l'engrosser tout en lui commandant de ne pas s'attacher au petit être habitant son corps durant la grossesse.
Quels impératifs anthropologiques et notamment parentaux et symboliques une approche marxiste du rapport nature-culture conduit-elle à respecter ou au contraire à ignorer? Considération générale. L'historicité de l'essence humaine et nature des constantes anthropologiques. Observons d'abord que, contrairement à ce qui se répète partout, le marxisme n'est pas un historicisme. Euh, il relève encore bien moins du relativisme historique. Placer l'approche diamatérialiste et historico-matérialiste des sociétés au cœur de l'étude des sociétés, ce n'est ni considérer platement que, je cite, l'histoire est un éternel recommencement du point de vue métaphysique qui nie l'efficacité du temps, ni prétendre à l'inverse que l'historicité de l'homme fait table rase des constantes anthropologiques qui président à la formation de tout individu à toute époque. Le premier point est évident. Le second implique de comprendre que pour le marxisme, il existe indéniablement des constantes, ou mieux des récurrences historiques. Non pas au sens que certains invariants échapperaient à l'historicité radicale de l'humanité, comme l'ont cru dans les années 70 des marxistes influencés par la métaphysique structuraliste, alors en vogue, mais en ce sens que toute période de l'histoire doit toujours, sous peine de mort et de déclin, reproduire les conditions de la production des moyens d'existence, et que ces invariants eux-mêmes sont donc des produits toujours à remettre en chantier de l'histoire, des tâches historiques dont on ne peut faire l'abstraction qu'en imagination, comme le dit Marx. En un mot, ces invariants ne sont pas supra- ou métahistoriques, ils sont transhistoriques. Il en va ainsi des rapports de parenté et du symbolique qu'ont étudié d'une part la psychanalyse et ses dérivés, qui sont en partie des aspects psychologiques et intersubjectifs de l'anthropologie, d'autres par l'ethnologie, qui a privilégié l'étude objective des systèmes de parenté dans différentes sortes de sociétés, la psychanalyse, notamment sous sa version lacanienne, et l'ethnologie, notamment sous sa forme lévi-straussienne, ont souligné l'universalité et la permanence, l'une, du triangle oedipien père-mère-enfant dans la genèse du psychisme individuel, l'autre, l'universalité anthropologique de la prohibition de l'inceste en tant qu'elle force l'humanité à s'extraire de la parenté consanguine et d'entrer dans l'ordre de l'exogamie et de la parenté par alliance. En réalité, il ne s'agit pas de transcendantaux étrangers à l'histoire, et la preuve est que les formes de l'Oedipe et de la prohibition changent considérablement selon les époques et les lieux, tout en insistant considérablement sur l'importance des facteurs de parentèle. Engels avait noté dans son livre sur la famille que les formes du mariage, de l'alliance entre époux, en vue de l'héritage et de la génération, peuvent changer de base selon les époques. Le cofondateur du marxisme, avec Marx, a notamment analysé la défaite historique de la femme et le passage de l'ordre matrilignagé, avec famille avunculaire centrée sur la mère. Le frère de la mère fait fonction de père social de l'enfance, même si la parenté génétique du mari de la mère est connue, à l'ordre patriarcal fondé sur la propriété du père et sur le patrilignage. Il s'agit là de points nodaux de l'hominisation, analogue à ce que le psychologue marxiste et conseiller d'orientation Yves Clos a mis en évidence dans Trajectoire marxiste en anthropologie, qui étudie notamment la manière dont s'engraine la crise sociale de la France capitaliste et la manière dont les individus en souffrance peinent à construire des personnalités adultes. Clos montre alors que les identifications, objet central de la psychanalyse, constituent bien des constantes dans la vie de l'individu, en ce sens que chacun d'entre nous s'est pour très longtemps, souvent, construit psychologiquement en s'identifiant à telle ou telle figure paternelle, maternelle, fraternelle, etc. Mais ces identifications n'en sont pas moins fortement remaniées, voire révolutionnées lors de chaque crise biographique, par exemple à la puberté, ou lors de l'entrée dans l'emploi, ou au moment de la retraite, objectivement subie par l'individu. Les constantes psychologiques que sont ces identifications orientent durablement
les actes des individus, mais elles sont elles-mêmes de facture historique évolutive et éminemment remaniable. Leur rôle n'est pas détachable de l'historicité des biographies singulières, au contraire, elles comportent une fonction historique qui est d'orienter les événements de la vie personnelle. Il en va de même des symboles et des repères généraux. Par exemple, pour la France, le drapeau blanc, le drapeau tricolore, le drapeau rouge, voire le drapeau européen, sous lesquels vit et se représente à ses propres yeux une société dominée. Tout cela pour dire à la fois que notre histoire ne saurait faire abstraction de la manière dont se constituent les modes d'identification collective et individuelle. Bien qu'ils soient, en dernière analyse, des produits de l'histoire, ils encadrent l'histoire sur la longue durée et l'inverse. Aucune révolution sociale n'est complète si elle ne remanie pas, au profit de la nouvelle classe au pouvoir et de son nouveau et de son enfin, de la nouvelle classe au pouvoir et de son projet politique global, la manière pour la société de faire intersubjectivité. Là est le fondement non idéaliste de l'idée bolchevique d'un homme nouveau. Et c'est l'idée gramscienne d'hégémonie culturelle, cette expression désignant davantage que la simple domination idéologique de court terme. La manière dont le politique agit au symbolique, au familial, au subjectif, et dont ses ordres, en apparence apolitiques, réagissent à la révolution sociopolitique elle-même. C'est là tout l'intérêt du guévarisme. À côté de certains aspects utopiques, Carl Che voulait révolutionner non seulement l'économie, mais la manière pour l'homme de maîtriser collectivement le devenir d'ensemble de l'humanité. Il s'ensuit que le marxisme ne redoute nullement une révolution dans l'ordre de la parenté, de la famille, du rapport homme-femme, etc. Même s'il a aussi conscience que certains de ces bouleversements peuvent être contre-révolutionnaires. Même s'il est certain que certains de ces bouleversements peuvent être contre-révolutionnaires. Cela signifie pour autant que tout bouleversement des structures élémentaires de la parenté, pour parler comme Claude Lévi-Strauss, ou que toute forme d'anti-Oedipe, pour le dire comme Deleuze ou Guattari, serait nécessairement progressiste et révolutionnaire. Cela signifie-t-il pour autant que tout bouleversement des structures élémentaires de la parenté, pour parler comme Claude Lévi-Strauss, ou que toute forme d'anti-Oedipe, pour le dire comme Deleuze ou Guattari, serait nécessairement progressiste et révolutionnaire? Ne faut-il pas plutôt dire avec Roland Barthes, entre guillemets, si l'on supprimait l'Oedipe et le mariage, que nous resterait-il à raconter? De l'historicité et des limites objectives des bouleversements possibles des rapports de parenté. Dès l'idéologie allemande, 1845, et le manifeste du Parti communiste, 1848, Marx et Engels anticipent les bouleversements révolutionnaires que produirait nécessairement la révolution prolétarienne, dans l'ordre familial. Bouleversement du rapport homme-femme, marqué par l'égalité politique et sociale, et non plus par la subordination. Fin de l'ancestrale division naturelle du travail entre les deux sexes. Réduction drastique de la reproduction des classes sociales par l'abolition de la propriété capitaliste et par un transfert bien plus grand des fonctions d'éducation et de transmission à la société dans son ensemble plutôt qu'aux familles bourgeoises repliées sur leur intérêt égoïste, etc. Notons d'abord qu'on ne saurait tirer des textes classiques du marxisme davantage que ce qu'ils prétendent offrir sur la base des données socio-historiques et des problématiques politiques alors disponibles. L'humanité ne se pose que des problèmes qu'elle peut résoudre. Par exemple, Marx ne dit pas que la révolution fera disparaître les nations, mais tout au contraire que les nations se refondront sur des bases nouvelles internationalistes, quand elles seront dirigées par les différents prolétariats nationaux et que toute exploitation de classe et toute exploitation nationale ayant été abolie, les nations pourront alors progressivement fusionner sur des bases égalitaires et non pas en disparaissant, mais en se fécondant mutuellement.
Marx ou Engels ne disent pas davantage que la famille disparaîtra, pas plus que ne disparaîtra l'individu, mais que la société sans classe permettra, comme jamais, l'épanouissement individuel, puisque chacun sera d'abord un individu solidaire des autres et non plus le membre d'une classe sociale, d'une corporation ou d'une famille patriarcale, etc. Le développement de chacun sera la clé du développement de tous. Peut-être pourrait-on risquer, dans la même veine, que dans une société sans classe, un espace infini s'ouvrirait au jeu amoureux de la différence des sexes. Car alors cette différence ne serait plus chargée de porter monstrueusement une division sociale ou technique du travail lourdement opprimant durement les corps amoureux. Car alors cette différence ne serait plus chargée de porter monstrueusement une division sociale ou technique du travail lourdement opprimant durement les corps amoureux, à l'instar d'autres différences individuelles non relatives au sexe. La différence sexuelle pourra s'affirmer comme telle sans être sans cesse entravée ou récupérée par les horreurs sociales tragiques que décrivent à l'envi Shakespeare dans Roméo et Juliette, Hugo dans Ruy Blas ou Verdi dans La Traviata. Pour cadrer notre réponse à partir de travaux antérieurs déjà proposés dans La raison présente, pour cadrer notre réponse à partir de travaux antérieurs déjà exposés dans Raison présente, article de Georges Gastaut intitulé Dialectique et bioéthique, rappelons ceci que nous avions alors établi à propos des limites que comportent les manipulations génétiques dont notre civilisation est devenue capable. Nous avons alors démontré que pour un marxiste, deux écueils doivent être nous allons alors démontrer que pour un marxiste, deux écueils doivent absolument être évités. Le premier récif d'origine religieuse consiste à penser que la nature est intouchable, que la culture, c'est-à-dire en dernière instance, c'est-à-dire que la culture, c'est-à-dire en dernière analyse le travail humain, n'a aucun droit sur la nature. Le premier récit, le premier récif d'origine religieuse consiste à penser que la nature est intouchable, que la culture, c'est-à-dire en dernière analyse le travail humain, n'a aucun droit sur la nature. C'est au fond ce que prétend le Vatican quand il condamne la PMA, l'insémination artificielle, la recherche génétique sur les embryons congelés, mais aussi la contraception chimique, l'IVG, etc. Pour les religieux traditionalistes, la sexualité et la reproduction doivent être mécaniquement liées. La nature, œuvre de Dieu, doit être respectée comme telle par l'homme, et cerise sur le gâteau, l'homosexualité constitue un désordre intrinsèque par rapport à la loi naturelle instituée par le Créateur. Cette position est tout bonnement intenable logiquement. L'homme est lui-même un produit de l'évolution naturelle, et quand il travaille la nature, y compris quand il transforme sa propre nature, l'homme ne fait qu'accomplir ce qui résulte de sa propre destinée naturelle. Prométhée est l'enfant légitime de Gaïa, comme l'expliquent Marx et Engels dans l'idéologie allemande. Les hommes commencent à se distinguer des animaux quand ils commencent à produire leurs moyens d'existence, pas en avant, qui résulte de leur complexion corporelle elle-même. Les hommes commencent à se distinguer des animaux quand ils commencent à produire leurs moyens d'existence, pas en avant, qui résulte de la complexion corporelle, de leur complexion corporelle elle-même. En réalité, le saut qualitatif par lequel dialectiquement l'homme sort de la nature, pour des raisons d'ordre évolutif, est, comme nous l'avons vu, une ruse de la raison elle-même. Grâce à ce saut, comme l'avait entrevu le chrétien progressiste Pascal. Entre guillemets, l'homme n'est produit que l'infinité. L'homme n'est produit que l'infinité. Et même une conception chrétienne réellement attentive à ce qu'est naturellement l'humanité, c'est le cas par exemple chez Teilhard de Chardin, devrait comprendre que cette sortie naturelle de la nature est la base même de la valeur humaine,
Car à partir du moment où son destin individuel et générique n'est plus étroitement fixé dès la naissance par les chromosomes et par l'instinct, comme c'est le cas chez les autres animaux, l'homme peut se produire lui-même à partir, à chaque époque, de ce qui est et à chaque époque de ce qui n'est pas lui, à chaque époque de ce qui n'est pas lui, de ce qui est donné par la nature et par l'histoire antérieure, se produire lui-même et devenir réellement libre. Pour le dire de manière un peu artificielle dans un vocabulaire teinté d'existentialisme sartrien, il est dans l'essence naturelle de l'homme de posséder une existence qui consiste, ou plutôt qui pourrait consister en droit, à refabriquer volontairement de manière responsable sa propre essence. Bref, la nature naturante doit devenir une nature naturée et cultivée, et c'est là même l'effet du développement autonome de la nature. Symétriquement, il est absurde de proclamer laisser faire, laisser passer. Permettons n'importe quelle recherche, n'importe quelle modification génétique artificielle. C'est le marché libre qui régulera l'avenir de la biologie. Cette conception de la liberté de recherche et de la liberté d'innovation biotechnologique est anti-éthique. Bien qu'elle se réfère à la liberté conçue de manière idéaliste et bourgeoise, la conception néolibérale de la liberté mène tout droit à la restauration de l'esclavage et à la négation de la différence éthique radicale entre la chose que l'on peut vendre, acheter et donc produire et la personne qui, physique ou morale, par exemple une nation, ne saurait être évaluée autrement que par l'infini, différence kantienne entre la valeur d'échange, verte, et la dignité, bourde. Désolé, j'ai pas fait d'allemand. Sauf à se présenter l'entrée de l'homme en civilisation que comme une punition biblique, ou à accepter en sous-marin la marchandisation des embryons et à long terme, la production et la vente en série, et sur catalogue des êtres humains. Il est donc démontré que nous avons le droit de procéder à certaines modifications de la nature dans certaines limites qu'il nous reste à cerner. La réponse que je donnais alors dans mon article sur la bioéthique me semble toujours globalement pertinente. Ce qui est permis en matière de recherche et d'application de la recherche en matière de génie génétique, c'est tout ce qui, dans notre nature, permet à tout moment de rendre possible la culture, c'est-à-dire l'infini et la liberté. Je désignais alors l'ensemble du dispositif de l'Homo sapiens, décrit par l'anthropologue André Ledroit-Gourand, station verticale fondée sur la bipédie entraînant le développement parallèle du cerveau et de la main, ces organes dont l'utilisation n'est pas fixée d'avance et qui peuvent se développer dans les sens les plus divers, infinité des montages neuronaux possibles, utilisation infinie de la main par la multiplicité des outils maniables, organes de la phonation permettant le langage articulé, et enfin, avais-je tort de le dire, à une époque où il n'était encore guère question de la refonte radicale de la filiation, caractère aléatoire de la reproduction sexuée qui permet aux enfants à naître, pour autant que l'aliénation sociale ne vient pas y faire obstacle. De ne pas être assimilable à des produits, à des marchandises programmées, comme ce serait le cas par exemple si, à l'avenir, on pouvait fabriquer un enfant nécessairement fille en fusionnant deux ovules pour mettre en place une forme de biparthénogénèse, mais lié intrinsèquement à un désir reposant sur la reconnaissance de l'autre comme même et du même en tant qu'autre. Agit toujours par conséquent de manière telle que la nature dont tu touches au patrimoine génétique de l'homme ne mette pas en péril la base de sa culture, de son échappée naturelle hors de la nature. On entrevoit ici combien ceux qui voudraient totalement nier la nature en culturalisant totalement le genre offriraient en réalité un cadeau empoisonné à la culture et à la liberté. À partir de là, il faut remonter les faits de la nature aux faits anthropologiques, ethnologiques et psychanalytiques qui visent précisément à penser l'articulation du naturel au culturel. Supposons que demain, de manière pensée, on arrive à faire en sorte que le petit homme puisse passer de l'ordre naturel, de l'animalité, où il est principalement confiné à sa naissance, encore que, à l'ordre de la culture comme autoproduction de soi et non pas comme objet aliéné dans le regard de ses parents. Nous n'aurions rien contre cela car nous nous sommes loin d'idéaliser la manière passablement erratique dont aujourd'hui
des millions de gens sont voués au malheur d'exister parce que par la névrose familiale reproduite de génération en génération, ils sont appelés à l'être de manière totalement contradictoire. Viens au monde, reste dans ton néant. Viens au monde, reste dans ton néant. Encore faudrait-il toujours qu'ils restassent dans les retombées improbables d'un désir pris dans l'altérité, et qu'à l'arrivée, leur mode de génération ne les empêcha de se sentir maîtres d'eux-mêmes et non pas écrasés a priori par un destin natif, à la manière des tragédies grecques d'Échille et Sophocle. Conclusion provisoire. Dans l'immédiat, nous constatons que le passage de la nature à la culture, ce que les anthropologues appellent hominisation, ne s'est pas produit une fois pour toutes, au temps mythique de la préhistoire. Il s'agit, si l'on ose dire, d'une rupture continue, qui se reproduit sans cesse, et à chaque génération, pour chaque jeune individu humain censé passer de l'état d'être purement biologique, où nous sommes tous confinés lors de notre naissance, pour le dire vite, où nous sommes tous confinés lors de notre naissance, pour le dire vite, à celui de sujet, d'individus prenant place de manière ordonnée dans les rapports de langage et d'échange, ce qui est indispensable pour qu'ultérieurement les êtres sociaux que sont les hommes puissent occuper leur place dans les rapports de production et éventuellement les révolutionner à leur profit. Est-il alors souhaitable que, en radicalisant les choses, en prenant pour base la désexuation de la filiation aujourd'hui et de la reproduction eux-mêmes, donc en contournant totalement la prohibition de l'inceste, l'exogamie, les identifications oedipiennes, la structuration du sujet selon les rapports complexes du conscient et de l'inconscient, bref, ces constantes anthropologiques qui reposent toutes peu ou prou sur la reprise socio-culturelle, à la fois langagière et socio-économique de la différence sexuelle, les hommes futurs échappent à la chosification, à la marchandisation, à la production en série, à l'homogénéisation radicale prédite par le meilleur des mondes. Le moins que l'on puisse dire à ce stade, c'est que la réflexion sur ces questions est loin d'être parvenue à maturité. Là, le principe de précaution devrait fonctionner non seulement au niveau écologique, mais au niveau anthropologique. Il est en tout cas abusif d'engager ces bouleversements en les présentant comme la simple élargissement à une minorité du droit matrimonial, en cachant qu'ils ouvrent un boulevard à l'idéologie du genre et à des modifications incontrôlées du devenir des enfants adoptifs et plus globalement du devenir sujet des enfants. Et pour ne pas dérober aux conclusions pratiques et immédiates, oui, pour ceux et celles que cela tente, la possibilité légale d'un mariage civil entre futurs époux ou entre futures épouses avec la reconnaissance sociale de tous les droits juridico-économiques afférents. Oui, à l'adoption d'enfants par les deux sortes de couples sous le contrôle strict des services publics compétents de l'assistance publique et laïque, mais dans les deux cas, sans jamais taire à l'enfant sa filiation génétique quand elle est connue ou connaissable. Non à la pratique pré-esclavagiste des mères porteuses qui, dans les conditions capitalistes, ne pourra échapper à la marchandisation du corps des femmes pauvres au profit des hommes homo ou hétéros de milieux friqués. Oui à une réflexion anthropologique générale ne mettant pas la charrue avant les bœufs et n'installant pas, a priori dans la place une théorie dangereuse, la gender theory, dont nul ne mesure où elle mène à long terme, et qui, sous couvert d'élargir et surtout d'universaliser les droits d'une étroite minorité, peut déstructurer les repères symboliques de l'écrasante majorité des humains, avec demain d'énormes retombées négatives pour les homos, y compris pour ceux qui n'ont cure de se marier, si des revendications d'apprentis sorciers aboutissent à réactiver les conceptions traditionnalistes les plus grossières et avec elles l'homophobie. Oui à l'engagement public prioritaire en faveur des familles monoparentales, qui sont des millions, qui concernent des femmes dans la majorité des cas, tout particulièrement des femmes prolétaires souvent abandonnées par leurs compagnons et s'occupant seules des enfants nés du couple. Et là,
ce ne sont pas tant des bouleversements législatifs qui sont urgents, mais une révolution sociale qui permettant de donner du travail et un logement décent à toutes, d'augmenter les salaires, d'en finir avec le temps partiel contraint, de redynamiser le temps partiel contraint, de redynamiser les services publics de santé, d'éducation et d'éducation au lieu de les stranguler au détriment des plus fragiles, de rembourser à 100% les frais médicaux et plus globalement de renouer le lien social que corrode en permanence la crise capitaliste et la décomposition des nations telles que les organisent les tenants de la prétendue construction européenne. Oui à la poursuite du combat féministe progressiste, c'est-à-dire clairement allié au mouvement ouvrier et anti-impérialiste pour l'égalité totale des droits civiques et économiques des femmes, lesquels existent bel et bien, comme les hommes, qu'elles scoopent, et ne sont donc nullement des constructions et ou des illusions purement idéologiques. Non, d'abord et surtout à toute forme d'homophobie, mais non aussi à toute forme de repli communautariste gay ou à la ridicule prétention néo- et pré-totalitaire d'universaliser le prétendu modèle transsexe ou unisexe. Oui à la prise en compte sociale de la différence sexuelle et aussi au devoir d'indifférence totale de l'État et de la société envers l'orientation sexuelle des individus, pourvu qu'il n'y ait entre eux ni oppression, ni marchandisation, ni aliénation. Plus globalement, pardon. Poussons plus loin la réflexion sur la crise explosive de la famille dans la société bourgeoise. Car il se pourrait bien que derrière le radicalisme apparent des problématiques que l'on nous présente se cache, pour une part, le refus de mettre en question ce que Lapelletier, compagnon de lutte de Marat et de Robespierre, appelait l'égoïsme des familles. Et si l'avenir ouvert de l'humanité était un rôle accru de la société dans son ensemble de la socialisation large des enfants, par l'intermédiaire des crèches, des écoles, des entreprises socialistes s'autogérant dans le cadre d'un plan national démocratique, dans la solidarité internationale des travailleurs, dans la renaissance d'un sentiment national dégagé du racisme, etc. Dans ce dans ce cas de figure, la différence sexuelle réduite à sa vérité propre pourrait aussi, du coup, libérer tout son potentiel individualisant et loin d'enfermer les couples dans un tête-à-tête tantôt stérile, tantôt fécond, l'amour pourra devenir une forme générale d'ouverture sur l'ensemble du devenir humain. Georges Gastaud lance le 26 novembre, le 26 novembre 2012. C'est un article extrêmement intéressant. Bon, le problème, c'est qu'il est un peu chiant, hein. Clairement. Il n'est peut-être pas accessible à tout le monde parce qu'il y a des points sur l'anthropologie qui sont assez tarabiscotés, qui sont, pour la plupart des gens sont, voilà, sont pas à la mesure du Pékin moyen. Et ça, c'est dommage. Il devrait vulgariser un peu. La référence à la psychanalyse ou à Deleuze-Guattari, je trouve que c'est un peu fort de café, étant donné que Georges Gastaud les combat quand même, ces gens-là. Georges Gastaud, Émeric Monville, les gens du Percef, à la base, ils ont quand même republié Koulskar. Voilà. Sinon, pour le reste, évidemment, il y a la question qui pose problème avec la théorie du genre, avec les histoires de transgenre, c'est l'aspect négation du sexe biologique qui n'est pas matérialiste du tout, en fait. Si tu es matérialiste, tu ne peux pas nier le sexe biologique au nom du genre. Et ça, ils ont très bien fait de le dire, voilà, sur les questions LGBT. Et évidemment, on soutient le mariage pour tous, hein. Il n'y a pas de... Dans une conception républicaine, on ne peut que vouloir l'égalité en droit des homosexuels et des hétérosexuels. Je suis d'accord. Je trouve que c'est assez sensé ce discours. Et il y a toute la réflexion sur la marchandisation qui se pose sur la marchandisation en termes de bioéthique avec la GPA, la PMA, qui est une réflexion importante en fait, hein. J'ai rien, à titre personnel, j'ai rien contre la PMA. Par contre, la GPA, c'est un truc qu'il faut absolument pas autoriser. La GPA, c'est une horreur. Instrumentaliser le ventre d'une femme pour en faire une forme d'esclave sexuelle, pour l'égoïsme de couple friqué, c'est vrai que c'est dégueulasse. Euh, Toutes les dérives capitalistes qu'il peut y avoir autour, hein. Et dans cet article, le PRCF
je sais pas ce qu'ils sont devenus aujourd'hui, hein, mais eh bien, ils ont fait le travail de dire, nous, communistes, on est des socialistes, ça veut dire on n'est pas ni des libéraux, ni des conservateurs, en fait. L'opposition progressiste libérale et conservateur réactionnaire, et national-conservateur sur le sujet, ils ne sont pas tombés dedans. Parce que d'un côté, vous avez les libéraux qui disent on va tout marchandiser et on va tout détruire, toutes les traditions, tous les repères, toutes les normes, pour faire du pognon. Et d'un côté, vous avez les réactionnaires qui, eux, ne remettent pas en cause le capitalisme, c'est pas leur but, mais créent des normes, voilà, tombent pas dans la marchandisation absolue, mais créent quand même des normes assez arbitraires. Enfin, deux mecs qui vivent ensemble, deux nanas qui vivent ensemble, croire que ça va changer, que ça va être la fin de la civilisation, c'est complètement débile. Ça, on est tous d'accord. Euh, Ce genre de choses, et que c'est que ces deux gens, ces deux-là se marient. Bon. Ah oui, il y a aussi le fait que Hollande, effectivement, utilise l'argument du mariage pour tous comme un peu pour faire passer le fait qu'il est encore, pour se faire passer comme encore de gauche, alors que toute sa politique économique est complètement de droite. C'est-à-dire, en fait, il a plus de gauche que le sociétal et plus l'économique et social. Et ça, c'est vraiment du foutage de gueule et ça peut nuire aux homos, ça. C'est-à-dire, ils font des choses pour vous, mais ils font pas pour la majorité du prolétariat. Et ça, en fait, faire un truc progressiste sur le plan des mœurs, sans avoir politique sociale, économique et sociale à côté, c'est vraiment ce qui va renforcer le sentiment réactionnaire. Donc faites attention, vous les progressistes libéraux, en fait, vous êtes les pires ennemis des progressistes. Parce que vous allez, soit vous êtes dans l'outrance, soit en faisant des trucs progressistes libéraux avec une politique économique ultra-libérale, vous rendez impopulaires les éléments progressistes modérés, les progressistes rationnels. Vous créez cette confusion-là, et c'est de la merde. Bon, cet article est un peu long, j'ai un peu mâchouillé certains articles, bon, j'étais un peu fatigué. J'espère que ça vous aura intéressé. L'article est très intéressant, un peu ardu, mais je voulais te faire lire cet article depuis longtemps. Je savais qu'il était polémique, hein. Mais cet article est important. Partagez-le massivement, les gars. Euh, Surtout avec des gens du PERCEF, parce que le PERCEF, il a besoin de se développer, hein. Il a besoin de se réactualiser idéologiquement, hein, de savoir où sont ses bases, parce que maintenant, ils sont un peu plus inactifs, un peu trop liés avec le PCF qui ne réfléchit plus trop, hein. Ils avaient élaboré des réflexions pas mal sur un certain nombre de sujets. Et, enfin, comme ils veulent encore être profs du PCF et de la France Insoumise, ils s'affirment pas assez. Donc, partagez massivement ces articles du PRCF, s'il vous plaît, les gars. Les gars et les meufs, hein, parce il y a sûrement dans mon. Faut pas être sexiste, dans mon public, il y a sûrement des hommes et des hommes et des femmes sûrement très bien, hein. Ou pas, hein, je peux toujours avoir si je suis trop con, je peux avoir des abonnés qui sont à mon niveau, hein, voilà. Mais les amis, en fait, les camarades, les citoyens, les compatriotes, si vous êtes un peu nationaux, parce que bon, vous pouvez être des nationaux avec de la sympathie pour les mecs de gauche comme moi, les souverainistes, et se dire, voilà, enfin un gaucho sensé, eh bien, partagez cet article. En fait, j'invite les gens à l'esprit de nuance et de réflexion. Sur ce, camarades, citoyens, compatriotes, tout le monde, les amis en fait, partagez cette vidéo, prenez soin de vous. Raison, égalité, camarades, nous vaincrons.